Hello, hello. Bonsoir à tous pour cette troisième et dernière session du mercredi. On va accueillir Fabrice Bloch qui va nous raconter thématique de l'agilité vue comme un virus, un autre virus. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoindraient tardivement et qui n'avaient pas assisté aux deux sessions précédentes, je vous rappelle que vous avez en haut à droite, dans l'onglet chat, un espace où vous pouvez partager, mettre des commentaires, voilà, ouvert à tous. Et vous avez un onglet Q&A pour poser vos questions ou pour voter pour des questions qui auront été posées par d'autres. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la conf à poser vos questions. On se gardera un gros quart d'heure en fonction pour y répondre. Voilà. Je vais laisser la parole à Fabrice. Et Fabrice, si tu m'entends, voilà, it's your turn. Hop, merci beaucoup. On va essayer de faire venir aussi la caméra, c'est formidable. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour cette présentation du sujet que j'ai appelé de l'agilité vue comme un virus. Donc c'est un truc qui est complètement de saison, hein, bien évidemment. Et pourtant, c'est un sujet que j'avais préparé, comme quoi j'avais un petit peu d'avance sur les choses. Voilà, c'est le deuxième point, que c'est un sujet que normalement je fais à deux avec Armel, qui ne peut pas le faire ce soir, mais pour laquelle j'ai une petite pensée. Voilà. Donc, de l'agilité vue comme un virus. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Bloch, je suis fonctionnaire du ministère des Finances, puisque je suis de l'INSEE. Et j'aime bien me présenter comme cultivateur. Alors, pourquoi cultivateur? Parce que j'ai tendance à semer des idées, et puis on va bien regarder ce qui pousse. Et en règle générale, il y a pas mal de choses qui poussent, même des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Voilà, alors, du coup, comme feuille de soin, hein, puisqu'on va parler de virus, on va discuter ensemble, ben voilà, c'est quoi l'agilité en vrai? Voilà, fini de rire, on est au bout de la troisième soirée de conférence. C'est quoi l'agilité en vrai? Est-ce que l'agilité, c'est comme un système d'exploitation d'un ordinateur, un truc qu'on peut installer facilement ou pas? Ou est-ce que ça ressemble plus à un virus? Et la réponse, du coup, est plutôt incluse dans le titre de la présentation. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un virus? On va parler aussi terrain propice et patient zéro. On verra le mode de propagation d'un virus. Et puis, on parlera accélération, mutation, résilience ou peste, parce que globalement, c'est ça qui va faire ou non eh bien, la résilience de notre virus, c'est-à-dire de notre agilité. Voilà, alors c'est quoi l'agilité en vrai? L'agilité expliquée à ma mère, mais ça, j'ai jamais réussi. Alors l'agilité, pour moi, c'est une façon d'appréhender le monde. Donc ça, c'est dit de façon un petit peu poussée, mais quand même. Moi, je suis persuadé, et puis après, je suis pas le seul, hein, donc ça, c'est un modèle qui est assez connu, qui s'appelle le modèle Kinefin, avec l'accent gallois qui va bien, qui dit que globalement, il y a deux grands types de problèmes. D'un côté, il y a les problèmes évidents et compliqués. De l'autre côté, il y a les problèmes complexes et chaotiques. Alors, la différence entre compliqué et complexe, elle peut paraître subtile, mais elle est extrêmement importante. Un problème est compliqué quand on peut démonter les choses et les remonter. Par exemple, construire un Airbus, c'est compliqué. Mais si vous avez le plan, si vous avez l'expert qui va bien, eh bien, vous arriverez à remonter un Airbus en le démontant entièrement. Complexe, par contre, le sujet l'est beaucoup plus. Par exemple, établir un plan de table pour un mariage, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, puisqu'il suffit de mettre des fesses de gens assis sur des chaises. Par contre, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a tout un tas de relations humaines, notamment, et il est difficile d'isoler une partie. Voilà. Cette différence, elle est extrêmement importante parce que du coup, en fonction de est-ce que le problème est compliqué ou complexe, là, on va arriver à deux grands types de méthodes. Alors, d'un côté, René Descartes. René Descartes, qui a inventé la méthode du même nom.
Et de l'autre côté, c'est Edgar Morin qui s'est rendu compte que la méthode cartésienne, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, que la méthode cartésienne, elle ne marche pas dans tous les coups. Elle ne marche pas à tous les coups. Et ça, on l'a bien vu. On l'a bien vu. Je pense que c'est une des bases de l'agilité, de se rendre compte que, effectivement, cette méthode cartésienne, dont on nous dit qu'il suffit de décomposer un problème en sous-problèmes, en sous-sous-problèmes, et puis après de résoudre tous les problèmes les unitaires pour enfin résoudre le problème de base, cette méthode, elle ne marche pas sur la majorité des problèmes que nous rencontrons dans notre vie professionnelle. Et donc, il faut inventer autre chose. Ça, c'est le grand apport qu'a eu Edgar Morin là-dessus. Et l'agilité, c'est vraiment une méthode pour résoudre des problèmes complexes. Donc, des problèmes où on ne sait pas où on va, où il n'y a pas de décomposition possible. Et l'agilité, il faut le dire, il faut le répéter, il faut l'admettre, que l'agilité n'est pas efficace sur des problèmes qui sont évidents ou compliqués. Pour monter un truc dont vous avez la notice, vous n'avez pas besoin de l'agilité, et même l'agilité va vous faire perdre du temps. À l'inverse, les méthodes analytiques, donc là, je pense notamment à toutes les méthodes cycle en V que nous avons pu connaître, ces méthodes analytiques sont complètement inopérantes sur des problèmes complexes. Voilà, c'est comme ça, on peut le prouver, ça se prouve assez facilement. Ce qui signifie que l'agilité, c'est un outil qui est nécessaire à chacun d'entre nous, parce que globalement, il y a deux grands types de problèmes, et donc ça veut dire qu'en face, il doit y avoir deux grands types de méthodes, et non pas une seule, comme ce qu'on nous enseigne à l'école. Alors, pourquoi ce schéma? Parce que globalement, on ne peut pas connaître le monde a priori, en général. Quel que soit l'univers dont on pense, notamment dans l'univers business, on ne peut pas connaître le monde a priori. On est obligé de faire exactement ce que fait ce jeune homme, c'est-à-dire essayer de tâter, essayer de toucher le monde pour récupérer un feedback. Et à partir de ce feedback, on peut avancer, on peut construire quelque chose. Et ça aussi, c'est une des bases de l'agilité. Et cette leçon, elle m'a été donnée par Alistair Cockburn, qui est un dessinateur du manifeste agile, et j'en mesure chaque jour la pertinence. Donc on a deux modes opérationnels, on a ces deux modes de réflexion, on a cette pensée complexe et les méthodes agilité notamment qui vont avec, et on a des situations plus compliquées pour le coup, où on a besoin d'experts, où on a besoin de méthodes cycle en V. Donc on a deux modes opérationnels en entreprise. Alors ça, le coach agile, notamment, ont bien réussi à le faire comprendre aux décideurs, et que globalement, il y a à certains moments, il y a besoin d'agilité. Le problème, c'est que quand on est décideur dans certaines grandes entreprises ou grandes administrations, on a une vision un petit peu basique des choses, c'est-à-dire que, basique, on se dit que tout est acheté. Voilà, tout peut s'acheter. Et globalement, on arrive à des situations un petit peu comme celle-là, c'est-à-dire que, l'agilité, on ne sait pas trop ce que c'est, mais vous allez m'en acheter 2 kilos, quoi. Et voilà, vous m'en mettrez une certaine quantité, et puis voilà, on va essayer de gratter des prix pour être sûr de ne pas se faire avoir, parce que bon, tous ces consultants, tout ça. Et du coup, ça amène la question de savoir, est-ce que l'agilité, c'est un produit comme un autre? Est-ce que c'est un truc qu'on peut acheter dans un supermarché? Voilà, un peu plus de 2 kilos, je vous le mets quand même. Il se trouve quand même qu'un certain nombre de boîtes ont cherché de l'agilité, avec des rayons. Tout est sur étagère. Vous n'avez plus qu'à choisir. Vous me mettrez 3 itérations Scrum. Après, vous ferez un petit peu de Kanban, et puis voilà. Et puis, je vous parle même pas du rayon Safe, qui est énorme, bien entendu. Et si vous avez 2 projets Scrum achetés, le Scrum Master, bien entendu, est offert. Voilà, donc on a créé des supermarchés de l'agilité, ce qui est assez inquiétant. Et comme si, on pouvait changer le mode de pensée, parce que finalement, passer à des méthodes agiles, c'est changer de méthode, c'est se dire que voilà, on est dans un environnement complexe. Comme si on pouvait changer de mode de pensée, comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur. Alors là, c'est pour les vieux, la photogénie. À tel point qu'on arrive même à une situation où, alors ça c'est Diafoirus, vous le savez, c'est le médecin de Molière. Donc en 1673, le Diafoirus, à chaque problème, il disait, il y a une réponse qui est très simple, c'est la saignée. Hein. Voilà, la saignée vous lige, la saignée vous lige, et voilà, en 2020, la solution, elle est tout aussi simple, c'est les frameworks vous lige, la framework vous lige,
sais de quoi je parle, bien entendu, puisque je suis certifié. Alors, j'ai rien contre mes petits camarades, hein, bien entendu, mais surtout que la plupart font ça avec beaucoup de recul, et c'est tant mieux. Mais donc voilà, ce côté un peu supermarché de l'agilité, tout est sur étagère, avec des gens pour qui il n'y a qu'une seule réponse possible. En plus, en général, ils ont des spécialisations. Là, il y a ce côté quand même un petit peu inquiétant que je relève. Voilà, donc personnellement, je suis évidemment complètement convaincu que l'agilité n'est pas un produit sur étagère, qu'on ne peut pas acheter de l'agilité, et qu'il faut malheureusement se triturer un peu plus le cerveau pour pouvoir utiliser tous les bienfaits de ce truc-là. Alors du coup, pour essayer de comprendre comment on pouvait diffuser l'agilité, installer l'agilité, la diffuser, la faire, et puis la mettre à l'échelle de toute l'entreprise, je me suis dit que la meilleure image qui pouvait nous servir, là, c'est l'image de la virologie. Alors, je rappelle que ceci a été fait en 2019. À l'époque, personne ne parlait de virus, à part des virus informatiques. Alors, tout d'abord, on dit ouais, tu fais une comparaison à l'agilité et un virus c'est forcément méchant, tout ça. Et encore, c'est en 2019. Alors, on se rend compte que 8% du génome humain provient des virus. Donc, nous sommes quelque part en partie des virus. Dans notre ADN, on trouve 36 traces de virus ancestraux. Et même, on pense que ce qui est à l'origine de la création du placenta et donc du développement des mammifères, c'est un virus. Donc, tous les virus ne sont pas négatifs. Voilà, ça c'est pour dire que voilà, l'agilité n'est pas quelque chose de pas bien qu'il faudrait mettre à bas. Alors, un virus c'est quoi? Si on doit résumer, c'est voilà, c'est un minuscule code génétique capable de faire muter l'organisme qui le reçoit. Alors, l'agilité peut-elle être un virus? Eh bien, oui, moi je suis assez persuadé qu'on a beaucoup de choses autour de la notion d'agilité, mais que si on revient aux fondamentaux, eh bien, l'agilité, ça peut être quelque chose de tout petit. Ça peut être quelque chose de tout petit, c'est bien ce qu'a compris à la fois Modern Agile et à la fois Art of Agile, qui ont résumé l'agilité finalement soit en 4 phrases, soit en 4 verbes. Donc ça prouve bien que l'agilité peut être quelque chose de très simple une fois qu'on enlève toute la décoration. Et du coup, alors c'est quoi une idée qu'on peut qualifier de virale? Alors là aussi, je suis allé faire un petit peu le tour des spécialistes de la question. Pas que je fasse, faut que je fasse ça. Et je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce qui rend une idée contagieuse? Alors j'ai lu un certain nombre de livres, hein, donc c'est pas. Donc Contagion, comment se créent les tendances, par exemple. Il dit que globalement, il y a la contagion des idées se fait à travers six grandes choses. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une monnaie sociale. Il faut que ça ait une monnaie sociale. Une monnaie sociale, c'est ce qui vous permet de faire les malins lors des repas d'entreprise. Voilà. Il faut que je puisse briller en société grâce à ce truc-là. Est-ce que ça crée un automatisme? Est-ce que ça crée des émotions? Est-ce que je peux faire ça en public? Est-ce que ça a une valeur pratique? Et est-ce que ça me permet est-ce qu'il y a des histoires? Est-ce qu'il y a du storytelling qui tourne autour de ça? Si on revient à l'agilité, l'agilité a un vrai potentiel viral. Oui, super, parce que voilà, en tant qu'agiliste, je peux faire le malin dans toutes les conférences que je veux, puisque je suis forcément identifié aux innovateurs. Automatisme, oui, on a réussi à faire en sorte que globalement, dès qu'on veut améliorer un certain nombre de processus, et voilà, on porte tout de suite agilité. Des émotions, oui, parce que on est un certain nombre quand même à être fier. Il y a quand même une fierté à être agiliste, se sentir un petit peu différent au-dessus du lot et sachant tout ça. Je peux faire ça en public, bien entendu, c'est bien pour ça que j'ai des post-it plein les poches. Je peux avoir des applications pratiques, tant mieux, heureusement. Vous en avez eu un certain nombre dans cette conférence, je l'espère. Et puis, une narration qui n'a pas entendu parler de ce week-end de ski de 2001
qui a donné lieu à, plutôt qu'une grosse beuverie, à la rédaction d'un manifeste. Donc voilà, si on prend cette première définition, on n'est pas mauvais. Si on va voir du côté des frères If, avec cet excellent livre sur les idées qui collent, ils sont demandés, bah voilà, qu'est-ce qui rend une idée contagieuse? Alors pour eux, c'est très simple, il faut que ça, justement, il faut que l'idée soit simple. Voilà, tout d'abord. Or, l'agilité, c'est quelque chose qui, à la base, est simple, machin, quatre principes, les voilà, on va pas dire, 4 valeurs, les 12 principes, tout ça. Et puis qu'on peut en résumer encore plus par un certain nombre de choses. Il faut que ça soit inattendu. Alors ça va commencer à devenir compliqué, parce que l'agilité va avoir 21 ans dans quelques mois. Et du coup, comment on fait de l'inattendu avec une idée qui a 21 ans? Donc, il y a un vrai sujet à instruire. Il faut que ça soit concret, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Il faut que ça soit crédible. Maintenant, on a des métriques qui montrent que, quel que soit le type de projet, il est forcément mieux fait en agile enfin, il est statistiquement mieux fait en agilité que par la voie des méthodes classiques. Il crée de l'émotion, on en a parlé, et puis une histoire, on en a parlé aussi. Donc, on retrouve effectivement un certain nombre de choses qu'on avait dans le truc précédent. Alors, il y a Seth Godin, qui est aussi un des grands penseurs actuels, il dit qu'il faut que ça soit inédit. Donc, on retrouve un petit peu la problématique que je donnais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que, voilà, au bout de 20 ans, qu'est-ce qui reste d'inédit dans l'agilité? Il faut que ça l'est, ça, il n'y a pas de souci. Ce que je suis capable de faire moi, vous êtes capable de le faire vous, ou en tout cas de vous en inspirer. Il faut que ça soit immédiat. On s'entend d'ici, vous aurez peut-être envie d'appliquer certaines idées. Il faut que ça soit interactif. On peut même agir ensemble pour améliorer les choses. C'est subversif. Alors, encore une fois, de moins en moins, hein, parce que bah, du coup, 20 ans qui est passé dessus. Et puis, il y a un côté militant. C'est pas tout à fait un hasard si on a des confs pour expliquer ce qu'on fait, pour faire valoir les bonnes idées, tout ça. Et tout ça. Donc là, si on reprend aussi cette définition de Seth Godin, on est bon. L'agilité a un vrai potentiel viral. Donc, du coup, si on reprend ces trois définitions qui sont parmi les plus reconnues sur la viralité, sur la diffusion, sur le potentiel de diffusion et tout ça, et là, on coche l'agilité coche à chaque fois l'ensemble des choses. Donc, elle reste inédite. Ça, c'est vraiment le gros sujet pour moi du moment, qui peut expliquer d'ailleurs que on constate qu'il y a des entreprises où l'agilité recule. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en soit parfaitement conscient et il faut qu'on instruise ensemble ce genre de sujet, c'est qu'il y a des endroits maintenant où l'agilité recule. Bon, alors, donc on a un potentiel viral. Très bien. Du coup, un virus, le potentiel viral, c'est super. Et ce qu'il lui faut, c'est un patient zéro. Et ce patient zéro doit être placé dans un terrain favorable. Alors, voilà. Alors, c'est quoi un patient zéro on verra après. Je vais commencer d'abord par le terrain propice. Alors, un terrain propice, c'est quoi? En tout cas, pour l'agilité dans le monde professionnel, c'est tout d'abord un top management qui soutient et qui protège. C'est tout ce qu'on lui demande, de soutenir et de protéger. On ne lui demande pas beaucoup plus, mais on lui demande quand même de faire ça. Il faut que dans le terrain favorable, il y ait une valorisation de l'expérimentation. Il faut qu'on soit capable de s'inviter à changer et il faut que ça soit le bon moment. Alors, si on détaille, toujours pas. Si on détaille ces quatre étages, un top management qui soutient et qui protège, alors c'est un leadership, un nouveau type de leadership, le host leadership notamment. Excellent livre. Hein. Je pense que c'est un des livres qui a changé la vision qu'on peut avoir du management actuel. Et soutenir et protéger, c'est pas tout à fait la même chose que donner des ordres. C'est pas non plus la même chose que faire. C'est pas la même chose que contrôler, bien évidemment. Une valorisation de l'expérimentation, c'est évidemment nécessaire parce que si je peux pas expérimenter, si j'ai pas le droit d'expérimenter, ou si quand
si j'ai le droit d'expérimenter, mais que si je me plante, je vais me faire tirer dessus, ça aide pas évidemment pour diffuser des choses. S'inviter à changer. Alors, il y a eu une présentation hier midi du leadership par invitation qui a été fait par Philippe Bourgeon. Si vous n'avez pu y assister, je vous la conseille parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Et donc, il a parlé justement 1 heure sur cette notion de leadership par invitation. Et là aussi, si je suis le patron et que je vous invite à faire quelque chose, c'est pas tout à fait la même chose que si je suis le patron et que je vous ordonne de faire quelque chose. Et globalement, pour arriver à générer de l'engagement, on génère plus facilement de l'engagement en invitant les gens à faire des choses qu'en leur ordonnant de faire des choses. Très bizarre, mais c'est comme ça. Et enfin, le bon moment. Voilà. Alors ça c'est surtout tiré de la pensée de John Kotter, celui qui a écrit Panique sur la banquise, et qui dit voilà, il faut qu'il y ait un petit peu un sens d'urgence, quoi. Il faut qu'il y ait un moment un petit peu d'urgence. Alors ça a été assez mal pris en disant voilà, pression, tout ça, pression sur les salariés. Mais une urgence peut être tout simplement positive. C'est le bon moment de lancer cette opération parce que voilà, tous les indicateurs sont ouverts, quoi. Faut pas attendre parce que demain ça servira plus à rien, quoi. Donc voilà, urgency, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, le terrain favorable doit dire voilà, c'est le bon moment, tous les indicateurs sont ouverts, c'est mûr, voilà, on peut y aller. Alors, le patient zéro, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ici un patient zéro qui est un lion. Et donc, ce zéro montre que tous les lions sont susceptibles de manger du couscous. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis complètement persuadé, et ça a fait beaucoup réagir les gens, c'est que le patient zéro doit être complètement bidonné. Il doit être complètement bidonné parce que vous ne pouvez pas prendre le risque que ça ne marche pas. Voilà. Donc, le patient zéro en agilité, on va choisir un sujet probablement trop facile. On va mettre des personnes qui ne sont pas des personnes entre guillemets normales. Et puis voilà, on va faire en sorte de bidonner le résultat parce qu'on veut que ça réussisse, quoi, tout simplement. Notre patient zéro, installé sur un terrain favorable. Donc maintenant, l'objectif, c'est la propagation. Alors, comment croître? Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit sur cette logique qui s'appelle Geoffrey Moore et qui a défini cette courbe d'adoption. Alors lui, ce qu'il a défini, c'est la courbe d'adoption des produits. Vous l'avez peut-être vu, cette courbe d'adoption des produits. Mais globalement, il dit que voilà, sur les produits, il y a tout d'abord des innovateurs. Après, il y a des adopteurs précoces. Après, il y a la majorité précoce aussi, la majorité en retard, et puis enfin les retardataires qui voilà, il n'y a pas grand faire. Alors donc, Geoffrey Moore, il a écrit ce livre en parlant de l'adoption des produits, mais globalement, mon idée, c'était de dire, voilà, je pense que c'est exactement la même chose pour l'adoption des idées. L'adoption des idées, on va passer exactement par les mêmes populations. Et ce sont des populations. Du coup, action numéro 1, voilà, nouvelle idée, suit cette courbe d'adoption, plus ou moins rapidement, mais globalement, elle la suit. Ce qui signifie que l'adoption d'une nouvelle idée passe par différentes populations. On va commencer par les innovateurs et on va aller jusqu'aux retardataires. Et que ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui fait souvent l'échec de l'implantation de nouvelles idées en entreprise, c'est que chacune de ces populations a des attentes différentes. Et que du coup, face à ces attentes différentes, la stratégie, votre stratégie, si vous êtes décidé à installer cette nouvelle idée, elle doit être différente à chaque étape. Donc, vous devez bien mesurer à quelle étape vous en êtes, parce que globalement, en fonction de ça, vous devez adapter votre stratégie. Alors, la première population, c'est la population des innovateurs. Les innovateurs, leur truc, c'est l'exploration. Ce sont des gens enthousiastes, un peu geeks. Vous êtes probablement des innovateurs. C'est des gens qui veulent essayer des trucs parce que globalement, aujourd'hui, ça marche pas, mais par contre, c'est nouveau, ça a l'air sympa ce truc-là, donc ils veulent pouvoir démonter le modèle, ils veulent pouvoir expérimenter des trucs. Voilà. Alors, c'est une toute petite population, hein, si on regarde globalement sur la courbe. Les innovateurs, c'est vraiment une toute petite population.
mais elle est extrêmement importante parce que du coup, c'est eux qui vont essayer de jouer avec le machin et essayer d'en faire quelque chose. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces innovateurs, comme ils aiment les idées, les concepts, les produits non finis, les trucs qu'ils peuvent tester, bah, il faut surtout pas les brider. Il faut surtout pas essayer de mettre des règles, il faut surtout pas voilà. Au contraire, il faut créer une communauté pratique autogérée. Cette communauté pratique, elle doit être sur, bah voilà, sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce machin-là. Ça, c'est la première population, les innovateurs. Une fois que les innovateurs ont bien fait joujou, il est temps d'aller voir les adopteurs précoces. Alors, les adopteurs précoces, on n'est pas du tout sur la même population. Les adopteurs précoces, pour le coup, c'est plutôt des managers. Autant les premiers, c'était plutôt des geeks, enfin, ça dépend du domaine, enfin, globalement des gens comme vous, comme vous et moi. Autant les adopteurs précoces, ce sont plutôt des managers, ce sont des responsables produits, ce sont des gens comme ça. Et eux, leur truc, c'est qu'ils sentent bien le machin, là, votre truc là, un petit peu bizarre, là, que vous avez essayé entre geeks, et globalement, ils disent qu'ils peuvent en tirer un avantage comparatif, compétitif. Cet avantage, il peut être vis-à-vis de l'extérieur, mais il peut être aussi vis-à-vis de leurs collègues au même niveau. Hein. Enfin, il n'y a pas forcément d'amitié qui tienne dans ce truc-là. Donc, eux, ils veulent un avantage, et ce qui est important, c'est qu'on leur explique justement quel avantage ils peuvent avoir à utiliser votre idée. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur le même discours que précédemment. Là aussi, on veut faire une communauté de pratique, mais c'est une communauté de pratique qui va être plutôt centrée sur quels avantages je peux avoir, qu'est-ce que je peux gagner à utiliser cette idée, à utiliser par exemple l'agilité, le design, le DevOps, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça me fait gagner comme temps? Je regarde si j'ai pas, si j'ai rien oublié de ce que je devais vous dire. On arrive à la troisième population. La troisième population, c'est la majorité. Là, on attaque le dur. Alors, autant les prédécesseurs, là, les adopteurs précoces, ils sont prêts à accepter. Alors, les tout premiers, si ça bug tout le temps, c'est pas gênant, ils veulent tester des idées. Les deuxièmes, bon, les managers, là, vous êtes bien sympa, mais enfin, faut quand même que ça marche un petit peu, votre machin. Les troisièmes, la majorité, à partir du moment où on en passe là, ils veulent des trucs industriels. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça ne plante plus jamais. Et ça, c'est compliqué pour un truc comme l'agilité. Est-ce qu'on peut faire de l'agilité un processus industriel? C'est presque, enfin, voilà, pour moi, c'est compliqué. Voilà, on va dire c'est compliqué. En tout cas, la majorité, elle veut la sécurité. Donc, ce qu'elle veut, c'est une hotline, et que dès que votre machin, ça dysfonctionne, ils veulent pouvoir parler à quelqu'un et que ça soit réglé dans la journée. Voilà. Et ils veulent des trucs bien carrés. Et ça va être compliqué de leur donner avec un processus agile. Voilà. Donc du coup, si je reviens à mon modèle, on s'aperçoit que en plus de ces populations, Geoffrey Moore a dit, bah voilà, il y a des gouffres. Il y a des gouffres. Il y a un petit gouffre entre les innovateurs et les early adopters. Il y a surtout un grand gouffre entre les early adopters et la majorité. Alors, pourquoi ces gouffres? C'est que globalement, donc on revoit hein, les innovateurs, c'est les geeks, tout ça, les early adopters, c'est les managers qui veulent un avantage comparatif. Et donc franchir ce petit gouffre, ça consiste de passer à une logique de comment, c'est-à-dire comment ça marche, machin, votre machin, à une logique de pourquoi. Pourquoi j'ai intérêt à utiliser votre truc. Et donc le discours, déjà, il doit beaucoup changer au niveau de ce passage-là. Quant au grand gouffre, hein, c'est-à-dire quand on va passer en prod en fait quelque part, il y a un petit peu ce truc-là, on va industrialiser le machin, on passe nos idées en prod. Et ben, ce que Geoffrey Moore dit dans son bouquin, c'est que ça doit s'envisager comme une campagne militaire. Et alors, ce qu'il dit, c'est que bon, pour entrer dans la grande majorité, ben voilà, c'est un acte d'agression. C'est un mot fort, hein, agression. Et il dit, bah voilà, personne ne veut votre présence, hein, vous êtes un envahisseur. Et je pense que si vous êtes dans des grandes entreprises, dans des grandes organisations, vous avez ressorti peut-être ce moment-là où, tant que vous jouiez un petit peu dans votre cours avec vos trucs un peu machin, ça allait. Et maintenant que vous voulez essayer de généraliser la pensée, bah voilà, vous êtes de trop et puis voilà, vous êtes un envahisseur. Bah, si on est un envahisseur,
faut faire le lien avec ce qui s'est passé en 1944 lors du débarquement en Normandie. Encore une fois, l'exemple est de lui. Du coup, le plan de bataille, c'est quoi? C'est on sélectionne un secteur bien précis où on va commencer à s'implanter. Par exemple, on va dire que toutes les opérations, tout ce segment de projets seront menés en agilité et on n'en démord pas. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, voilà, c'est un secteur de niche. Voilà, toutes ces applications, elles seront faites en agilité. Et on n'en démord pas, on n'en bouge pas. C'est ce qu'on appelle la tête de pont. Donc c'est très exactement ce que les Alliés ont fait en 1944, c'est-à-dire qu'ils ont créé des têtes de pont un petit peu partout sur la côte. Et puis ils en ont extrait les anciens produits, c'est-à-dire les Allemands en fait. Donc c'est très exactement aussi ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que voilà, petit à petit, on va supprimer les anciennes méthodes, on dit voilà, ça c'est un truc, c'est notre secteur de niche, c'est là où on s'installe. Les anciennes méthodes vous dégagez, on veut prouver que l'agilité ça marche. On sécurise le périmètre, ne jamais reculer. Et puis voilà, gagner segment après segment jusqu'à couvrir le domaine, c'est-à-dire réussir à libérer l'entreprise comme les Alliés ont libéré la France. Tout ça. Donc, il est extrêmement important, effectivement, d'avoir ce secteur un petit peu protégé, donc ce que Geoffrey Moore appelle le marché de niche. Il dit que c'est impossible d'arriver à une généralisation, globalement, si on n'a pas un endroit bien à soi où on s'est déjà bien installé et qu'on a bien sécurisé. Donc voilà. Donc c'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Donc je réinsiste sur cette notion de tête de pont. Donc la tête de pont, elle doit être prise rapidement, par surprise si possible, avec une armée constituée et bien formée, d'où le fait de bidonner le patient zéro dont on parlait tout à l'heure. C'est très exactement la même idée. Et du coup, comme les Alliés se sont heurtés aux Allemands, eh bien, la viralité de l'agilité va se heurter au mécanisme de défense de l'écosystème, c'est-à-dire au mécanisme de défense de votre organisation. Et c'est parfaitement normal. Et essayer d'implanter une nouvelle méthode, une nouvelle façon de penser, là, ça va être traité comme une anticorps. Alors les anticorps, on en a 4 grands types. qu'on a certainement tous entre nous rencontrés. Le premier, c'est voilà, ça on l'a déjà tenté, ça n'a pas marché. Donc, pensez bien que c'est. Alors le deuxième qui est plus vicieux, c'est votre agilité, on fait déjà ça. On a déjà tout là. Alors le truc aussi, c'est trop risqué. Bon. Et évidemment, le pire du pire ne s'applique pas ici. Voilà. Non, votre idée d'agilité, de DevOps, de design, de tout ce que vous voulez, là, vos trucs avec des design sprints, c'est super, mais ailleurs. Voilà. Chez nous, ça ne s'applique pas. On est trop spécifique. On n'est vraiment pas comme les autres. Ça pourrait pas marcher. Voilà. Ça pourrait pas marcher. On préfère vous le dire. Donc, on a déjà tous entendu ça. Et c'est assez classique. Et évidemment, tout le monde pense que ça ne s'applique pas chez lui. C'est bien normal. Donc, forcément, vous allez être traité comme des éléments étrangers à expulser. Donc, vous allez être attaqué par les anticorps, et cette réaction est normale. Si vous n'êtes pas attaqué par les anticorps quand vous êtes en phase de généralisation, de diffusion, c'est là où c'est pas normal, et il faut s'inquiéter, peut-être que l'organisation pour laquelle vous travaillez est déjà morte et n'a plus d'anticorps. Alors, du coup, la question, qui de vous, des anticorps, gagnera? Voilà, tout est en jeu de la vitesse de dispersion. Encore une fois, on a vu que un certain nombre de virus sont vraiment sont partie prenante de notre ADN actuel, c'est-à-dire que ces virus ont gagné et n'ont pas du tout détruit l'organisation, mais au contraire lui ont permis d'évoluer. Et encore une fois, on ne serait probablement pas des mammifères si certains virus n'avaient pas gagné contre nos anticorps. Du coup, le sujet, c'est accélération, mutation ou retour arrière. Et à partir du moment où un virus commence à perdre du terrain, et là, il a souvent mal barré. Alors, c'est toujours bien de citer Rabbi Jacob dans une présentation. Alors, du coup, la vraie phrase, c'est avec la révolution, mais donc, du coup, moi, je vous propose une idée, c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance plus, elle tombe,
Eddie Merckx, non, Che Guevara. Pour ceux qui n'ont pas de référence, Rabbi Jacob, voilà, toujours facile à trouver en replay. Et une idée, effectivement, c'est comme une bicyclette. Quand elle arrête de se propager, voilà, elle tombe. Et ça, il faut en avoir bien conscience, parce que c'est globalement ce qui peut arriver dans certaines entreprises aujourd'hui. C'est vrai, les virus, encore une fois, un virus qui arrête de se propager, il meurt, et c'est tout ce qu'on souhaite à notre ami le Covid-19. Mais c'est vrai aussi de l'agilité. Le sujet de la question de la vitesse. Alors, si la propagation est trop lente, les anticorps vont réagir. Et là, ils vont jouer tout leur rôle et vous empêcher d'arriver à vos fins. Et ça me paraît assez théorique pour être honnête. Si vous diffusez trop rapidement l'agilité, voilà, vous pouvez faire mourir votre équipe. Bon, autant sur les virus, je veux bien croire, autant sur les idées, notamment l'agilité, j'ai un tout petit peu plus de mal. Du coup, voilà, la question, c'est aujourd'hui, dans le monde, en France, tout ça, est-ce que l'agilité est toujours une idée en expansion, ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de perdre un petit peu du terrain? Donc, c'est une question que je vous laisse. Chacun essaiera de trouver la réponse qui lui va. Dans chaque organisation, donc ça, c'est Malcolm Gladwell qui l'a dit, dans chaque organisation, il y a des accélérateurs naturels dont il faut bien tenir compte. Les premiers, ce sont ce qu'il a appelé les maven, qui est un terme yiddish. Voilà. Globalement, les maven, c'est ceux qui sont experts dans des dans des domaines. Voilà. Micro, pas forcément, mais en tout cas dans des domaines. Et par exemple, on pourrait dire qu'il serait complètement inconcevable de parler de blockchain si on n'a pas Nabila avec nous. Voilà. Donc ça, c'est ces personnes qui sont capables de donner de la caution à un message, qui sont capables de donner du sérieux à un message. Le deuxième type d'accélérateur, du coup, ce sont les vendeurs. Les vendeurs, comme leur nom l'indique, ce sont des gens qui sont capables de construire un message compréhensible par tout le monde et qui sont capables de vous convaincre avec leurs arguments. Et enfin, le troisième type de personnes qui sont extrêmement précieux dans les organisations, ce sont les connecteurs. Les connecteurs, ils sont faciles à reconnaître. Ce sont ceux qui connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde, ils sont dans tous les réseaux. Ils sont capables de parler aussi bien des gens de la DSI qu'à des gens du business. Voilà, ils connaissent tout le monde. Ils ont un réseau de fou. Et donc, le Maven va garantir le discours, les vendeurs vont le construire, puis les connecteurs vont fournir, on va dire, le réseau de circulation des idées. Donc, c'est grâce à ces trois accélérateurs, globalement, que dans le sein d'une organisation, on peut arriver à faire passer des idées et à les diffuser malgré on va dire, la pyramide hiérarchique, l'organisation qui existe dans chaque entreprise ou administration. Et du coup, justement, voilà, la résilience d'un virus dépend aussi de sa capacité à muter. Et ça me paraît très important aussi. C'est-à-dire que tous les virus qu'on connaît, et malheureusement le Covid en fait partie, ils ont une capacité à s'adapter à leur environnement et à muter s'ils s'aperçoivent que globalement, pour s'adapter là où ils sont. Et si l'agilité ne fait pas ça, et c'est en ça que je suis très inquiet de cette logique d'approche par les frameworks, si l'agilité ne fait pas ça, elle perd sa capacité à muter. Si elle reste, voilà, non, il n'y a qu'un seul vrai framework, c'est ce machin, l'agilité, c'est Scrum, point. Et on l'appliquera de la même façon, quel que soit le contexte. Eh bien, dans ce cas-là, l'agilité perd sa capacité à muter, et du coup, en règle générale, là, on arrive à quelque chose un petit peu comme ça, cette transformation ayant mal tourné, qui donne des trucs super sympas à visiter, mais un tout petit peu rageant pour les personnes qui ont construit. Donc, attention de sous-estimer surtout pas les anticorps, justement, dans ce moment-là, parce qu'évidemment, votre mutation sera tout particulièrement observée par les susdits anticorps.
Du coup, ben voilà, alors le slogan, soyez viralité agile. Si je devais résumer la pensée en quatre slides, le premier terme, c'est homéostasie. L'homéostasie, c'est tout simplement la capacité d'un organisme à revenir à l'équilibre. Et ça, c'est assez bluffant, en fait. La capacité d'un n'importe quel organisme vivant et une entreprise ou une administration, c'est un organisme vivant, cette capacité à revenir à l'équilibre. Et on voit notamment en cette phase de déconfinement à quelle vitesse quand même on arrive à revenir à un certain équilibre. Voilà, donc votre organisation, c'est un organisme vivant et vous êtes un virus si vous apportez une nouvelle idée. Donc les mécanismes de défense sont contre vous. Vous devez d'abord créer un terrain favorable en les affaiblissant, donc encore une fois, en truquant le patient zéro, j'insiste là-dessus. Progression, du coup, ben voilà, la diffusion virale, elle passe par trois stades, hein, les trois dont on parlait tout à l'heure, les innovateurs, les adopteurs précoces et puis après la majorité. Il faut que vous sachiez à quel stade vous êtes de votre diffusion de votre nouvelle idée, euh, notamment de l'agilité. Truquer le patient zéro, je l'ai déjà dit, mais savoir à quel stade vous en êtes pour savoir justement quelle stratégie vous devez déployer, c'est extrêmement important. Parce que si que vous êtes au stade encore des geeks et que du coup aux personnes qui vous posent des questions, vous répondez comme à des geeks, alors que ce qu'ils veulent savoir, c'est quel avantage ils peuvent en tirer, vous allez tomber complètement à côté. Accélération, bah voilà, misez sur les connecteurs, les Maven et les vendeurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Adaptez-vous à votre contexte, encore une fois, si, si l'agilité n'est pas capable de s'adapter à son contexte, voilà. Le contexte change tout le temps, l'agilité, la façon dont on fait de l'agilité doit changer tout le temps aussi. Donc du coup, ben voilà, moi je suis complètement convaincu qu'il faut savoir dépasser les frameworks. Les frameworks donnent un cadre, mais si on n'est pas capable d'aller au-delà du cadre, je pense qu'on ne fait que la moitié du chemin. Voilà, it can be the various. Voilà, j'ai arrêté ma présentation. Je vais repartir. Toc. Salut, salut. Merci Fabrice pour cette belle présentation virale. Alors, on va parler questions. Vous pouvez toujours en poser hein, pour les retardataires. Donc, David qui nous demande, tu parles de trucs novateurs. Agile est-il encore associé à une innovation? Ce garçon est malin. Je savais que c'était un garçon malin. Mais effectivement, alors j'en ai un petit peu parlé dans le truc, mais pour moi, c'est tout l'enjeu du débat. Si on n'est plus capable, si on n'est plus capable de montrer le côté novateur de l'agilité, on va être tous au chômage. Et là, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on n'est plus capable de montrer ce truc novateur de l'agilité. Et c'est devenu un process. Et bon, voilà, je ne suis pas un fan des process. Ok. Deuxième question. Comment identifier les innovateurs et qui sont-ils dans une entreprise? Alors, identifier les innovateurs, ça me paraît pas très compliqué, en fait. Parce que globalement, il suffit de lancer une idée et de voir qui est-ce qui la récupère. Ouais, c'est ça. Et en règle générale, d'ailleurs, déjà, souvent les mêmes. Et c'est une communauté qui se connaît. Alors, c'est une toute petite communauté, hein, mais ce qu'il faut peut-être dire, par contre, au comité de direction, au pluriel, divers et variés, c'est que ces innovateurs, ce sont des ressources extrêmement précieuses et qui sont meilleures dans leur boîte. Parce que, alors certes, il y a la vie de tous les jours et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait rentrer l'argent d'aujourd'hui, hein. Mais il est aussi important de réfléchir à comment faire rentrer l'argent de demain. Et globalement, c'est ces innovateurs qui pensent à côté du cadre qu'il faut savoir protéger, recruter, protéger et leur donner la possibilité de faire des trucs un petit peu à côté. Ok. Merci.
David, tu peux reposer la question si je n'ai pas bien répondu. Effectivement, David a posé la question. Allez, on continue avec David. Tu prends comme permise qu'il faut une entreprise 100% cookie, qu'il faut une entreprise 100% agile. Est-ce qu'il faut que ce soit le cas? Alors, effectivement, tu as raison, je prends ça comme prémisse parce que globalement, je me dis qu'il faut que la diffusion, elle arrive jusqu'au bout. Ça me permet de faire le lien avec la question aussi qui dit elle est réfractaire. J'ai tendance à penser, je ne sais pas s'il faut qu'une entreprise soit 100% agile. Peut-être qu'on peut garder des endroits, par exemple la direction financière, où l'agilité, on n'y arrivera pas. Sur les rapports. Ouais, voilà. Et peut-être tant mieux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que des problèmes complexes. Tu vois, c'est ce que je disais un petit peu au début, il n'y a pas que des problèmes et qui sont compliqués ou sur les problèmes qui sont budgétaires. L'agilité, elle sert peut-être, enfin, ça sert à rien, quoi, de faire des. S'il faut pondre, je suis pas très fort sur le domaine budgétaire, mais enfin, s'il faut travailler dans ce truc-là, je pense que l'agilité ne porte pas grand-chose. Donc, du coup, eux, ils ont peut-être le droit de ne pas être agile, et donc, du coup, on n'en fait pas une entreprise 100% agile. Voilà. Mais autant agilifier tout ce qu'on peut. Voilà. Mais quand parfois tu as des réfractaires à embarquer, malgré tout, il y a peut-être des stratégies qui sont plus adaptées que d'autres pour les embarquer ou les faire pivoter à terme. Tu aurais des idées de stratégie? Tu as parlé de communauté tout à l'heure, de montrer l'exemple avec les early adopters et autres. Est-ce que tu as des retours d'expérience à partager? Alors, je pense, pour traîner quand même les guêtres dans l'agilité depuis quelques temps, qu'il y a des gens, effectivement, qui ne peuvent pas travailler en mode agile parce que ça ne correspond pas à leur mode de pensée. Voilà. J'ai notamment encadré des devs, mais bon, je pense que c'était pas forcément des gens dans plein de cas comme ça, où l'agilité, c'était pas possible, c'était pas leur truc. Alors, donc là, on est vraiment dans le domaine des retardataires, parce qu'ils voyaient tous leurs copains passer au fur et à mesure, puis que ça marchait, puisque la majorité, on est sur les retardataires, donc ça veut dire qu'on a fait toute la majorité. Hein, c'est les 10% qui restent. Enfin, voilà, je pense qu'à partir d'un certain moment, quand on est vraiment sur les réfractaires, tant pis, ils sont réfractaires. Voilà. On va essayer de trouver des missions pour eux ou qui les troublent pas là-dessus. Mais c'est pas bien grave. Je pense toujours des domaines où leurs compétences pourront servir. Okay. Et faut-il du coup, attends, je termine du coup, c'est quelle stratégie pour malgré tout les embarquer, les faire pivoter? Du coup, je renvoie la question, je serais presque le coach à vous. Faut-il les faire à tout prix pivoter? Faut-il à tout prix les embarquer? Pas. C'est ça. Pas. Tout à fait. Après, quand c'est des prestataires, tu peux aussi changer de prestataire. Ouais. Mais ça mérite d'être radical. C'était une petite joke. On a parlé virus, anticorps. Qui seraient les vaccins? Alors du coup, les vaccins, c'est ce qui permettrait de tuer mes virus. C'est ça. Alors, du coup, j'espère qu'il n'y a pas de vaccin à la réalité. En fait. Non, il ne faut pas être trop malade, mais qui a un bon. C'est-à-dire le vaccin, ça serait un bon équilibre. J'essaye de pousser mon image jusqu'au bout, c'est-à-dire le vaccin, ça serait là aussi un petit bout d'ADN qui ferait en sorte que l'agilité ne pourrait plus jamais prendre dans cette entreprise. Certains faux agilistes, voilà, le fake agile, ça c'est un super vaccin, le fake agile. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des trucs de fake agile, le fake agile, c'est tout simplement le Canada Dry de l'agilité, le truc qui a le goût de l'agilité, mais
mais qui n'en est pas du tout. Une fois qu'une entreprise a traité du fake agile, bah, ça lui fait un super vaccin pour basculer sur de la vraie agilité. Ok. David, à nouveau, les frameworks sont peut-être ce qu'entendent le gros des entreprises. Non. Alors, c'est une bonne question. Et c'est une question à laquelle, d'ailleurs, les entreprises et les sociétés de services se renvoient la balle. C'est-à-dire que quand on interroge les ESN, ils disent ah oui, mais attendez, les entreprises elles veulent acheter du framework. Et quand on interroge les entreprises, elles disent ouais, mais de toute façon, les ESN elles ne proposent que du framework. Donc la poule et l'œuf, tout ça, tout ça. Alors c'est plus facile le framework, c'est évident. Je veux dire, mais installez-nous du safe. Installez-nous du safe, vous allez répondre à tout. On ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, on ne sait pas non plus comment on va le mesurer, on ne sait pas vraiment. On n'est pas du tout taillé pour l'organisation, mais faites-nous du safe. Du coup, on sera une entreprise agile. Donc c'est peut-être ce qu'attend le gros des entreprises, oui, mais on peut espérer, parce il faut toujours espérer, on peut espérer qu'une fois qu'ils ont goûté un certain nombre de trucs, ils essayent d'aller un petit peu plus loin, de dire, bah voilà, est-ce que je peux pas aller au-delà des frameworks? Quién sabe. Ok. Alors Pascal rajoutait, mais ça c'était pour le sujet d'avant. Oui, c'est ça, une aide extérieure pour tuer les virus. Donc c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une exclamation. Tuer les virus, antivirus, bon, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, on reste dans l'image, la métaphore. Ok. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut partager une dernière ou plusieurs questions? Alors, framework agile égale nouveau ISO, nouvelle norme ISO 9000X. Oui, oui. Alors, on retrouve plein, effectivement, de parallèles possibles entre les frameworks agiles et les certifications ISO bidule. Déjà, le terme de certification. Voilà. Le supermarché. C'est ça, et d'où le supermarché, effectivement. Donc oui. Après, bon, voilà, je suis un informaticien de base. Je connais très bien les couches OSI, qui est pour le coup une norme ISO. Et je sais très bien que ce qui a gagné, c'est un truc qui n'était pas du tout dans une norme ISO qui s'appelle TCP/IP. Qui s'appelle, pardon? TCP/IP, Internet. Le protocole qui va bien. Et voilà. Donc du coup, effectivement, peut-être que les frameworks agiles sont le nouvel ISO et peut-être que c'est quand même un standard qui ne sera pas du tout la norme ISO qui gagnera. L'avenir nous le dira. Au-delà des frameworks. C'est ça. Une dernière question pour clôturer. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? La mort de Safe. Point d'interrogation. Merci Pascal. On croise les doigts. Non, alors, je ne suis pas un gros fan de Safe, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas un gros fan de Safe. Pour autant, je laisse ouverte la porte pour me dire qu'il doit y avoir des situations. Il y a probablement des contextes où Safe doit être mis en place et en plus est agile. Parce que je connais plein de contextes, hein, voilà, je connais plein de contextes où on peut installer Safe et ça va certainement donner des résultats. Par contre, est-ce que c'est de l'agilité? Je serais déjà beaucoup plus méfiant là-dessus. Voilà. Du coup, donc la mort de Safe, bon, moins de Safe. Moi, j'ai très très peur quand je vois des grosses entreprises qui se disent voilà, on va passer à du. On a quitté nos process super structurés, on a testé l'agilité et maintenant on vient à du Safe. C'est pas un truc hyper structuré. C'est pas ce que vous connaissiez déjà un petit peu avant. Enfin, voilà, est-ce que c'est pas un retour à vos process finalement le Safe? Préférait Spotify?
Même si ce n'est pas, pas le même cadre, hein, on est d'accord, mais… Apprendre de… Alors, attends. Alors, oui, Spotify. Alors, Spotify aussi, c'est pareil. Enfin, d'après ce que j'avais discuté, avec certains spécialistes, mais Spotify n'utilise pas du tout le modèle Spotify. C'est mon passant zéro, quoi. C'est du fake total. Mais c'est une super source d'inspiration. Et il faut que ça reste une source d'inspiration. Comme Safe, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cyril, pour le coup. Il y a apprendre de Safe et s'inspirer de Safe, puisque, ouais, tout à fait. Mais, et pareil de Spotify, c'est des modèles. Et l'appliquer tel quel, c'est fichu, quoi. Adapté au contexte. Alors, exactement. Laetitia, à partir de quand, en tant que virus, tu décides que le terrain est trop hostile et du coup, va voir ailleurs? C'est compliqué parce que globalement, là, tu vois, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que tu as essayé d'introduire cette… alors, tu as essayé de passer à une vision un petit peu DevOps dans ta boîte et tu te dis, non, c'est trop hostile. Soit si tu vas voir ailleurs, ça veut dire que tu démissionnes, quoi. Et bon, voilà. Alors moi, je suis fonctionnaire, je démissionne pas. Voilà. Voilà. Après, tu pivotes. Hein. Ok, très bien. Vous voulez pas de ça et ça. Vous avez pensé à ça. Ainsi de suite. Potentiellement, on peut essayer de trouver un autre terrain de jeu. La même structure, mais si tu parlais de domaine et qu'il soit bien prêt, et, voilà, peut-être essayer avec d'autres au sein d'une même organisation, à voir, avec les personnes qu'il faut, évidemment. OK. Une dernière. Allez. Inventer son propre mode de fonctionnement. Spotify a marché chez eux à un moment donné et a effectivement évolué. Et certains l'ont utilisé et adapté, et ainsi de suite. C'est ça. Et Henri fait un article dessus. Et tout le monde, du coup, s'est dit, tiens, on va exactement faire comme ça. Alors que c'est bon. Voilà. On en revient à l'idée qu'il faut savoir s'adapter à son contexte. Et appliquer une solution sur étagère, c'est foutu, quoi. Compliqué. Pas évident, en tous les cas. Parfait. Écoute, merci Fabrice pour cette belle session virale. Ouais, avec ces belles métaphores. Rêver virus ce soir. OK. Juste pour vous dire demain qu'il y a donc 3 autres sessions. Demain jeudi avec Cyril qui nous parlera de l'embryon à l'organisation multicellulaire, la genèse de la tribu agile ERA. Il me semble que c'est chez Voyage SNCF si je ne m'abuse. Morgane Eckert à partir de 20h sur le stress dont vous êtes le héros. Et la dernière session, 21h30 avec Marilyn, Vie ma vie d'agiliste confinée. Je ne sais pas si Marilyn est là ce soir, mais voilà. Vie ma vie d'agiliste confinée, il y a pas mal de feedback à partager. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et merci pour vos questions et votre présence. Au revoir, bonne soirée.